dernière partie sur la lumière et l'ombre, ou l'ombre et la lumière, de façon, je dirais, plus directe. Et là, on va se balancer à la fois dans l'œuvre de Caravage et dans l'œuvre de Shakespeare. Et j'espère vous montrer qu'il y a une vraie connexion entre leurs œuvres respectives. Je commence avec Caravage, avec un tableau très important qu'on considère comme un tableau de rupture dans sa carrière, où justement il est passé assez brutalement vers ce qu'on a appelé donc le clair-obscur caravagès, c'est-à-dire une opposition très forte entre ombre et lumière, opposition dramatique, fantastique, une lumière irréelle qui jaillit d'un côté de la pièce, qui éclaire les personnages de façon latérale, mais pas toujours de façon réaliste. Ici, vous voyez, il y a un truc quand même un peu bizarre dans cette vocation de Saint-Matthieu. Il y a comme un spot, un grand projecteur qui est jeté sur la table qui est ici, et il y a un autre éclairage qui arrive sur le visage du Christ. Donc on a du mal quand même à cerner la logique de la lumière dans ce tableau, et ça fait partie de la grande invention de Caravage, c'est cette lumière fantastique. Alors cette lumière fantastique est utilisée à des fins aussi religieuses, hein, de symbolique religieuse. Et alors tout le monde a mis ça en avant. Le premier biographe de Caravage a écrit, c'est le caractère propre à son école d'éclairer d'une lumière unie qui arrive de côté sans reflet, comme dans une chambre au mur noir, éclairée par une fenêtre. Les ombres très sombres et les lumières très claires donnent du relief à la peinture. Donc là aussi, cet éclairage, il est théâtral. Et dans cette première peinture, donc la vocation de Saint-Matthieu, c'est une grande fresque qui est réalisée pour une église de Rome, l'église Saint-Louis des Français. Et c'est un des chefs-d'œuvre du luminisme, comme on l'a appelé, de Caravage. J'éclaire le tableau par un gros plan ici. Le sujet est un sujet très peu représenté jusqu'ici. C'est l'un des 4 évangélistes, Matthieu, qui reçoit sa vocation. Et avant de suivre les pas du Christ, eh bien, Matthieu était un publicain, il était receveur du fisc. Et d'ailleurs, il est le saint patron des banquiers et des agents du fisc. Et vous le voyez ici. Alors, tableau qui a parfois été lu dans 2 sens. La logique voudrait que Saint Matthieu, ça soit lui, parce qu'il a la barbe, il a le look de Saint Matthieu. Mais certains ont dit, si ça se trouve, le Caravage nous a mis un truc en scène de façon bizarre, et c'est peut-être lui, Saint Matthieu, qui est omnubilé à compter ses pièces, et il ne voit pas encore. Et là, on est dans une interprétation qui correspond un peu au doute du Caravage. Dans beaucoup de tableaux, mais on sait un peu le sujet, mais dans beaucoup de tableaux religieux du Caravage, il y a des façons de transformer le sujet religieux qui laissent à penser qu'il est en train d'exprimer l'inquiétude qu'il a par rapport à la foi. Bon, c'est une interprétation qui est loin d'être dominante, mais elle a le mérite d'exister, parce que vous voyez que le geste, on ne sait pas trop si c'est vers lui, c'est vers lui-même, ou vers l'homme qui compte ses sous. Bon, le fait est qu'en tout cas, c'est une mise en scène complètement originale, et qui a permis au Caravage de s'imposer comme un grand peintre italien dans la Rome de cette époque. Le tableau qui est à gauche de la vocation de Saint Matthieu, c'est la mort de Saint Matthieu, son martyr. Et là aussi, vous avez une lumière totalement fantastique. Et le tableau que vous voyez là est complètement mis en scène par la lumière uniquement. Une lumière complètement farfelue presque. Vous voyez le bourreau, ici, Saint Matthieu qui est là. L'homme en bas à gauche, effrayé, c'est le Caravage. C'est un autoportrait, il en a greffé plein dans les peintures de ce type. Et c'est en effet la lumière qui met en espace le tableau, comme elle peut le faire dans des mises en scène de théâtre contemporaines ou même anciennes. Un petit commentaire quand même d'un historien des peintres napolitains, parce que Caravage a fait partie de l'école napolitaine, il a vécu à Naples dans les dernières années de sa vie, et donc un certain Dominici écrit « L'esprit des connaisseurs et des professeurs était confondu par cette nouvelle matière de chasser l'obscurité par de rares lumières, pour retomber ensuite dans l'ombre où se perdaient la plupart des contours. » Donc l'ombre et la lumière, c'est la base, si vous voulez, de la mise en espace du Caravage, et ça lui permet aussi, outre le fait de... Alors on a beaucoup insisté là-dessus, c'est que c'est quelqu'un qui peint directement sur la toile, donc il travaille sans dessin préparatoire, et finalement le relief qu'il donne à ses figures, il le donne par la lumière. Et ça vaut aussi pour le tableau central, donc dans la chapelle de Saint-Louis des Français, il y a d'un côté la vocation de Saint Matthieu, de l'autre côté le martyr, et au milieu, il y a Saint Matthieu en train d'écrire l'évangile, avec une apparition fantastique là-haut, et c'est là aussi où finalement, l'utilisation de l'ombre et de la lumière chez le Caravage, elle est très particulière parce qu'elle est à la fois totalement fantastique,
mais elle permet aussi de faire croire à ces événements fantastiques. Elle est l'expression de la lumière divine, mais elle permet aussi de faire croire, a priori, à une chose que très peu de gens ont déjà vue, c'est des anges. Mais la lumière qu'il y a sur l'ange, et même le vérisme physique du rendu de l'ange, lui donne une sorte de possibilité picturale beaucoup plus grande. Donc vous le voyez ici, Saint Matthieu. Alors c'est un tableau qui a été refait, parce que dans la première version, vous aviez Saint Matthieu qui était assis, et les moines de l'église trouvaient que le Saint Matthieu avait l'air trop vieux et pas assez inspiré. Alors Caravage a refait le tableau, et il fait un Saint Matthieu complètement inspiré, avec vous voyez, cet ange qui arrive, regardez l'éclairage sur le bras de l'ange, là-haut, dans la partie haute. Vous voyez, tout est dans la pénombre, sauf Saint Matthieu, le visage de Saint Matthieu, et puis le corps de l'ange qui arrive pour lui dicter l'évangile. Alors cette question des apparitions fantastiques qu'on a ici donc dans le Saint Matthieu du Caravage, bien sûr, elle est chez Shakespeare. Le Saint Matthieu, c'est 1602, Hamlet, c'est 1603. Donc à un an près, on est exactement au même moment de création. Et bien sûr, dans Hamlet, il y a le premier épisode marquant, c'est ce fantôme, c'est cette apparition, qui là aussi est un défi pour un metteur en scène. Et là aussi, ce qu'a fait Genet à la Comédie Française, c'est particulier, mais bon, ça n'avait jamais été pensé comme ça, et c'est quand même tout le mérite de sa mise en scène, c'est d'inventer quelque chose. Et je vous en dis pas plus, mais c'est bizarre comme apparition. Hein. Le spectre du père, c'est un peu étonnant. Mais ce spectre, qui est encore une fois un défi théâtral, parce que représenter une apparition, ça a toujours été un problème, dans Hamlet comme dans d'autres pièces, évidemment. Et alors, Delacroix a représenté cet épisode dans sa série de gravures. Je vous en ai montré une tout à l'heure. Delacroix a été fasciné par Shakespeare. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais c'est pas le débat aujourd'hui, puisqu'on est sur Caravage. Mais il a fait toute une série de gravures, et je crois que c'est la deuxième gravure du cycle, représente Hamlet qui veut suivre le fantôme de son père, qui lui apparaît à la scène 4 du premier acte. Donc on est bien dans l'idée de l'apparition. L'idée du spectre, l'apparition du spectre, c'est vraiment un élément très shakespearien. Vous le retrouvez dans Hamlet, vous le retrouvez aussi dans Macbeth, avec un autre spectre qui est celui de Banquo, l'ami de Macbeth, que Macbeth a fait assassiner. Là aussi, grand défi que représentait le spectre de Banquo qui arrive dans un banquet. Alors parfois, il y en a qui sont allés jusqu'à faire juste des apparitions lumineuses. Les moyens technologiques modernes nous le permettent. Mouchkine n'a pas fait ça. C'est un Banquo humain. Il y a encore une fois plein de possibilités. Et alors ce spectre de Banquo, il a fasciné les artistes. Je vous en montre quelques exemples. C'est le moment où Macbeth va sombrer aussi, là, un cran supplémentaire dans la folie. Et Banquo arrive sur son siège, vous le voyez ici. Et à droite, je vous montre le costume du spectre de Banquo, donc qui était tenu par un acteur humain, dans la mise en scène mythique de Jean Vilar à Avignon en 1954. C'est le projet de costume de Banquo, donc là aussi on était parti sur un Banquo humain. Et puis à gauche, je reviens à Hamlet avec la deuxième apparition du spectre. Donc le spectre shakespearien est quelque chose qui, je pense, fait écho finalement aux apparitions lumineuses et fantastiques du Caravage. Le voilà, le costume du spectre de Banquo dans la mise en scène de Vilar en 1954. Encore une fois, représenter le spectre a longtemps été une difficulté pour les metteurs en scène. Elle l'est beaucoup moins pour les peintres. Et alors, dans les apparitions les plus célèbres du théâtre shakespearien, on est toujours dans Macbeth, il y a celle des trois sorcières. À gauche, vous avez Macbeth devant le spectre des rois, mais à droite, c'est cette apparition des trois sorcières. Donc, on est au début de Macbeth. C'est le premier épisode clé de la pièce, puisque les sorcières vont révéler l'avenir de Macbeth, l'avenir sanguinaire et royal de ce guerrier. Et là, vous avez une interprétation de Fuseli, qui est un artiste suisse qui a fini sa carrière en Angleterre, qui a eu un succès démentiel dans les années 1790-1800, par une série de peintures consacrées à Shakespeare, au point dont vous avez ici un exemple, au point que Fuseli avait créé une Shakespeare Gallery. Donc vous alliez à Londres dans les années 1790, il n'y avait que des tableaux de Fuseli consacrés aux pièces de Shakespeare. Alors je les utiliserai souvent, j'en ai pris pas mal aujourd'hui, mais je prendrai dans les conférences postérieures où on reparlera de Shakespeare, parce qu'elles sont très utiles, ces visions et ces interprétations que Fuseli nous propose de Macbeth. Voilà des costumes de sorcières, costumier célèbre, c'est Thierry Mugler, qui avait proposé un Macbeth assez moderne.
si vous avez vu Mnouchkine ou si vous ne l'avez pas vu, on pourrait discuter de ce qu'a fait Mnouchkine pour l'épisode des sorcières, mais je trouvais ça fantastique. Mais justement, je ne veux pas trop vous en dire si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un choc visuel assez exceptionnel. Et alors, je passe quelques sorcières de Macbeth, j'aurais pu en mettre d'autres, hein, mais toujours chez Fuseli. Ce qui est drôle, c'est que dans la peinture, souvent, on a représenté Macbeth à cheval. Je suis allé vérifier dans le texte, Shakespeare ne précise pas que Macbeth est à cheval avec Banquo, mais souvent, en peinture, on l'a mis à cheval. Exemple ici, donc, avec Harry Schaeffer, qui est un artiste romantique, avec Chasserio, qui est aussi un artiste romantique, et puis une mise en scène avec laquelle je vais nous quitter dans Macbeth pour la fin de cette séance, une mise en scène réalisée par Laurent Pelli l'année dernière, donc à Nanterre, et les sorcières étaient comme ça. J'essaie de vous l'agrandir un peu. J'ai repris les images sur Internet. Alors évidemment, c'est très plaisant d'imaginer 3 sorcières, donc c'est souvent un épisode de Macbeth où les metteurs en scène font preuve d'une certaine inventivité, après on est convaincu ou pas. Bon. Là, vous voyez, elles étaient projetées sur le fond total de la scène avec des bougies et puis des chapeaux pointus. C'était des hommes qui jouaient d'ailleurs les sorcières. Shakespeare dit, Banquo quand il s'exprime dit qu'elles ont des visages qui font penser à des hommes. Donc souvent, on a utilisé ça pour masculiniser, finalement, ou même pour utiliser des hommes dans les acteurs qui représentent les 3 sorcières. Je voudrais signaler aussi que toute la pièce Macbeth joue sur la dialectique de l'ombre à la lumière. La première phrase de Macbeth dans la pièce, je vous le lis en anglais, « So full and fair a day I have not seen ». Si je traduis, c'est pas moi qui traduis, j'ai pris 2 traductions complètement opposées. Une des plus anciennes, celle de François Victor Hugo, fils de Victor. « Je n'ai jamais vu un jour si sombre et si beau ». Voilà la traduction Jean-Michel Desprats, qui a été utilisée par Pelli pour la mise en scène de Macbeth à Nanterre. Jamais je n'ai vu jour si noir et si clair. Vous comprenez que par la traduction, on a déjà orienté la mise en scène vers le clair-obscur. Or, je suis allé chercher, j'ai essayé de jouer traducteur, ce qui n'est pas très facile quand on a un anglais qui n'est pas exceptionnel comme le mien. Mais j'ai été chercher full and fair. Full weather, ça veut dire temps affreux. Fair weather, ça veut dire beau temps. Donc, notre ami François-Victor Hugo, il est plutôt, il interprète à moitié la phrase. En fait, jamais on n'a vu de temps aussi affreux et aussi beau. Il parle du temps, de la météo. Le problème, c'est qu'en anglais, il y a une expression qui veut dire by fair full, et qui veut dire par tous les moyens. Et c'est tout le problème de Shakespeare. Parce qu'en fait, par tous les moyens, il y a déjà, tout est dit par rapport à Macbeth, c'est que Macbeth ira au bout par tous les moyens. Et il y a un jeu de mots ici, sans doute, dans cette expression « so full and fair », qui parle du beau temps, qui parle de la météo, mais qui est aussi un jeu de mots, tout bêtement, sur l'expression « par tous les moyens ». Et c'est tout le problème de Shakespeare, c'est quand on le traduit, on l'interprète, parce qu'on ne peut pas rendre les jeux de mots de Shakespeare, surtout dans les scènes comiques. Mais évidemment, quand vous voyez une mise en scène de Shakespeare, il faut savoir que vous voyez d'abord aussi une traduction. Et alors, la mise en scène de Pelli aux Amandiers était, par le biais de cette traduction, était orientée vers le clair-obscur. Victor Hugo a soulevé cette question de la traduction. Il dit, je cite, « Quelle intrépidité il faut pour reproduire nettement en français certaines beautés insolentes de ce poète. Par exemple, le Buttock of the Night, où l'on entrevoit les parties honteuses de l'ombre. » Alors il fait référence à un passage de Coriolan, qui n'est pas au programme aujourd'hui, mais Buttock of the Night, si vous traduisez, c'est les fesses de la nuit. C'est quand même assez imagé de parler de l'ombre par cette métaphore, les fesses de la nuit. Et c'est toute l'ambiguïté, évidemment, quand on parle du texte shakespearien, qui laisse bien sûr beaucoup d'interprétations. Dernier élément sur ces apparitions, avant de conclure par quelques images de mise en scène d'Hamlet et de Macbeth. Un épisode clé, là aussi, Lady Macbeth somnambule. Lady Macbeth qui a orienté son mari vers le crime et vers le pouvoir, et puis qui sombre dans la folie. Alors, dans une des premières éditions illustrées de Shakespeare, c'est un des rares épisodes qui a le droit à une vignette. Donc, ça veut dire que l'épisode est considéré comme célèbre et important très tôt. Ici, vous avez un tableau de Lady Macbeth, l'époque romantique, 1849. Et Hugo, dans son livre sur Shakespeare, parle justement de cet épisode de Lady Macbeth, et il dit, je cite, « Shakespeare tire de la conscience tout l'imprévu qu'elle contient. Il fait savamment sentir la simplicité du fait métaphysique sous la complication du fait dramatique. »
C'est pas facile à lire, Shakespeare d'Hugo, vous le voyez. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une psychologie du clair-obscur chez Shakespeare. Ce qu'on ne s'avoue pas, la chose obscure qu'on commence par craindre et qu'on finit par désirer, voilà le point de jonction et le surprenant lieu de rencontre du cœur des vierges et du cœur des meurtriers, de l'âme de Juliette et de l'âme de Macbeth. Là aussi, dans le livre que Hugo consacre à Shakespeare, il y a tout un chapitre où il parle du clair-obscur, non plus de façon sociale, mais de façon psychologique. C'est ce qu'on a appelé le conscient et l'inconscient chez Freud. Mais Hugo l'a déjà analysé bien avant Freud, c'est-à-dire un demi-siècle avant. Et il oppose, en fait, et il parle de Lady Macbeth, parce que Lady Macbeth, c'est cette femme qui est à la fois claire et obscure. Et cette scène de Lady Macbeth somnambule, où je vous le rappelle, elle va se laver les mains. On est en pleine nuit, elle se lave les mains dans une robe toute blanche. Eh bien, c'est aussi tout le contraste, évidemment, que nous propose le Macbeth de Shakespeare. J'ai fait une petite collection de Lady Macbeth pour le plaisir. Une de Fuseli, qui est au Louvre. Seul tableau de Fuseli qui est conservé en France. Une œuvre de Delacroix, donc sur Lady Macbeth, tableau, lui, est aux États-Unis. Une Lady Macbeth tchèque à gauche. Une Lady Macbeth anglaise à droite. C'est l'épisode dont je vous parlais, le moment où elle se lave les mains. Vous voyez que les interprétations, ne serait-ce que du costume, sont assez multiples. Mais en revanche, bon, au niveau de la mise en scène, on est dans les épisodes assez proches. Et puis alors, parfois, on ira jusqu'à éclairer, entre guillemets, ou prendre des sujets qui sont à la frontière de Shakespeare. Fuseli, par exemple, montrera un épisode qui n'est pas totalement dans Macbeth. Enfin, c'est le moment où il revient quand même avec les poignards. Et Fuseli a appelé ça Lady Macbeth prenant les poignards de Macbeth après son crime. François-Victor Hugo, dans l'introduction de sa traduction à Macbeth, écrit « Tout est sombre dans cette histoire écossaise où le soleil ne luit jamais ». Et vous voyez ce qu'avait fait, juste après le crime, le Macbeth de Laurent Pelly, qui était Thierry Ancis en l'occurrence, ressortait comme ça. Et toute la mise en scène était de cet acabit, c'est-à-dire une sorte de minimalisme du décor et de mise en espace uniquement lumineuse. Pelly n'est pas le seul à avoir fait ça, il est loin d'avoir fait une invention. Et ça m'amène à la conclusion. Cette idée, évidemment, de faire une mise en scène clair-obscur sur une pièce de Shakespeare inspirée par l'ombre et la lumière, donc Hamlet ou Macbeth, c'est une des grandes idées de la mise en scène du XXe siècle. Concrètement, l'apport de l'éclairage, l'apport lumineux, avec l'invention de l'électricité vers 1900, a eu évidemment un impact complètement révolutionnaire sur les mises en scène au théâtre. Et pendant tout le XXe siècle, il y a eu une tendance, alors du théâtre en général, mais surtout de certaines pièces shakespeariennes, à les mettre en scène de façon clair-obscure. Le premier qui a pensé à ça, c'est un Anglais, qui s'appelle Edward Gordon Craig. C'est un metteur en scène fascinant, il est auteur d'un traité qui est une sorte de best-seller chez toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire du théâtre. C'est un metteur en scène capital pour comprendre les mises en scène de Brooke, par exemple, qui est très populaire en Angleterre. Brooke, d'ailleurs, a rencontré Craig à la fin de sa vie. Alors, je n'ai plus le temps de le citer, mais Brooke dit que Shakespeare, en fait, ça ne se met pas en scène, ça se lit. Parce qu'il le dit, Shakespeare appartient de droit à l'histoire de la poésie. Ce n'est qu'accidentellement qu'il figure dans l'histoire du théâtre. Vous imaginez si c'était un Français qui avait écrit ça, on lui aurait coupé la tête. Mais c'est Craig, c'est un des plus grands metteurs en scène anglais. C'est Craig qui dit ça. Oui. Il écrit ça dans son texte qui s'appelle Du théâtre de Shakespeare, il le publie en 1908. Et en effet, il dit que pour lui, Shakespeare c'est de la poésie, c'est pas vraiment du théâtre. Donc finalement, ça ne mérite pas vraiment d'être mis en scène, ou alors il faut d'abord le lire. Les pièces de Shakespeare n'ont point été écrites pour la scène, elles ont été écrites pour être lues. Mais du coup, Craig a quand même, alors c'est toujours pareil quand on entre l'écrit et puis ce qu'on pense, mais Craig a fait une série de dessins autour de 1900, à la fin des années 1900, où il imagine des mises en scène de Shakespeare qui seront basées sur la lumière. Je vous les montre pour le plaisir justement de ce clair-obscur. Donc ça c'est projet pour Macbeth, 1909. Craig n'a fait que 2 mises en scène dans sa vie, une d'Hamlet à Moscou et une autre, je ne sais plus quelle pièce, mais il a eu un impact considérable par ses écrits et par les projets, les dessins notamment, qu'il a réalisés. C'est un des premiers metteurs en scène qui avait créé l'idée des paravents à l'arrière-plan qui permettait une scène mobile à l'arrière
et un espace qu'on va appeler modulable. Et Dieu sait que ça a eu un impact énorme sur la mise en scène du XXe siècle. Voilà le projet pour l'acte 2. Vous voyez, Macbeth serait là. Et alors, il y aurait un jeu de lumière et de grandes praticables à l'arrière-plan. On passe à un projet de mise en scène pour Hamlet. Là, on est au début. Donc, c'est l'apparition du spectre. Et d'ailleurs, dans Hamlet, il y a tout un jeu comme ça sur le clair-obscur. Hamlet dit à un moment: « Ô Dieu, fussé-je enfermé dans une coque de noix, je croirais le roi d'un espace infini, si ce n'était un mauvais rêve. » Et Hamlet dit plus loin: « Le rêve lui-même n'est qu'une ombre. » Évidemment, encore une fois, cette idée d'une mise en scène basée sur la lumière et l'ombre est complètement cohérente par rapport à l'esprit de Shakespeare, à l'esprit de ces deux pièces-là en tout cas, et elle est permise par les moyens de la technologie moderne. Alors ça, c'est une petite maquette, c'est un petit bijou, ça. C'est la seule petite maquette qui nous reste du projet de Craig pour la seule représentation d'Hamlet qu'il a donnée à Moscou en 1912. Et je termine sur Josef Svoboda, qui est un metteur en scène tchèque, qui a été l'auteur d'une mise en scène importante en 1959 à Prague. Il avait la responsabilité du Théâtre national de Prague, et c'est une des mises en scène d'Hamlet les plus marquantes du XXe siècle. Regardez, ça c'est le palais, et regardez l'éclairage qu'il y a à l'arrière-plan. Tout en fait était basé sur les marches et puis sur ces deux sièges qui étaient l'emblème du pouvoir. Et Svoboda, sans doute un metteur en scène dont je vous reparlerai dans la suite des conférences, est le grand metteur en scène luministe des années 50. Donc sa mise en scène d'Hamlet en 59 a beaucoup marqué. Je pense que celle de Pelly lui doit quelque chose, incontestablement. Divin ou terrestre, partout la Renaissance proclame le renouveau d'un esprit que l'on disait perdu. Elle suppose donc une expérience de la mort, des ténèbres et de la corruption, aussi bien qu'une accession glorieuse à la lumière. Des milliers d'œuvres qu'elle devait inspirer, aucune ne manifeste mieux que cette double vérité que le théâtre de Shakespeare. C'est ce qu'écrit Jean Paris dans un vieux bouquin sur Shakespeare, mais qu'on peut encore lire avec beaucoup d'intérêt. Il écrit ça en 1954, c'est contemporain de la mise en scène de Svoboda. Donc il voit, si vous voulez, dans le théâtre de Shakespeare, une sorte d'emblème de la fin de la Renaissance qui aurait opposé les ténèbres à la lumière, la culture à l'inculture, et ainsi de suite. Et donc je conclus avec quelques images de la mise en scène de Pelly en 2013. Il faudrait signaler que dans tous les passages clés de Macbeth, et si vous allez voir la pièce, faites-y attention, mais en début de scène ou en fin de scène, il y a toujours des métaphores sur la nuit, parce que tout Macbeth se passe dans la nuit, ça faut jamais l'oublier. Par exemple, la fin de l'acte 4, où ça y est, la vengeance contre Macbeth s'est mise en place, le passage se termine par « Elle est longue la nuit qui ne trouve jamais le jour ». Et il y a dans chaque passage clé, il y a une métaphore. J'ai pas le temps de les lire, mais il y a 4 passages. Scène 4 de l'acte 1, scène 1 de l'acte 2, scène 3 de l'acte 2, scène 4 de l'acte 2. Il y a des références à la nuit. Je cite des passages comme ça. Que la lumière ne voit mes sombres et profonds désirs. C'est Macbeth qui dit ça dans son premier monologue. Banquo dans l'acte 2. Où est la nuit, enfant? La nuit est couchée. Je n'ai pas entendu l'horloge, elle se couche à minuit. Donc vous voyez, la nuit est omniprésente, finalement, dans cette pièce. Et on peut comprendre que la mise en scène de Pelly a cherché à insister là-dessus. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas, mais enfin, c'était cohérent par rapport à la pièce. Dans l'acte 2, la nuit a été bouleversée, et ainsi de suite. Je dis pas la fin. Et dans l'acte 2, scène 4, j'ai la mémoire nette de 70 années. C'est le vieillard qui arrive, donc est l'expression des personnages populaires dont je parlais tout à l'heure. Dans l'espace de ce temps, j'ai vu des heures terribles et des choses étranges, mais cette nuit sinistre rend puéril tout ce que j'ai vu. Ah, mon père, tu le vois, les cieux troublés par l'acte de l'homme en menace le sanglant théâtre. Voilà, donc c'est bien sûr une métaphore, finalement. La nuit, c'est le moment où le crime agit. Et toute la dialectique de Macbeth s'inscrit dans ce rapport de l'ombre et de la lumière, comme la peinture de Caravage. Dernière image et dernière citation, histoire d'élargir un peu le propos et de terminer sur une interrogation très théâtrale. Un grand metteur en scène polonais, Grotowski, qui a eu beaucoup d'influence sur le travail d'acteur dans les années 60, 70, 80, a écrit dans Vers un théâtre pauvre, écrit une conception du metteur en scène qui, je pense, fait directement référence à Macbeth. Et là, je vous montre, c'était une des belles trouvailles visuelles de Pelly, c'est de mettre Macbeth sur un siège gigantesque. Et vous le voyez ici, il est couronné roi, mais il est un petit peu petit par rapport à la grandeur du trône. Le travail de metteur en scène exige un certain savoir-faire tactique,
nommément l'art de diriger. Il exige un don pour la diplomatie, un talent froid et inhumain pour les intrigues. Ces caractéristiques suivent le metteur en scène comme son ombre même dans un théâtre pauvre. Ce que l'on pourrait appeler la composante masochiste dans l'acteur existe dans le metteur en scène sous la forme d'une composante sadique. Ici comme partout ailleurs, l'obscurité est inséparable de la lumière. Donc finalement, tout metteur en scène de théâtre est un Macbeth plus ou moins refoulé, ça serait ce que nous dirait notre ami Grotowski. Merci et à bientôt pour les prochaines conférences Art et Théâtre.